Alors, ce modèle de la tornade analogique qui m'a profondément inspiré, qui m'a été inspiré par les spirales herméneutiques, voudrait devenir plus qu'une méthode de recherche, et ça possiblement Clancy nous le dira tantôt, que ça devient plus une sorte de style de vie. Je dis toujours que un des effets secondaires de l'écriture performative, c'est qu'elle installe en nous une sorte de réflexe qui nous aide toujours à établir et à rétablir cet équilibre-là entre ce que nous voulons saisir et ce que nous ne comprenons pas, entre la chaleur de nos vies et la froideur des discours humains figés dans le temps et dans l'espace. Alors, l'écriture performative, c'est une invitation à faire ce lien entre nos singularités propres et cette universalité qui est en dehors de nous. En sachant une chose, cependant, que nos singularités ont été aussi le produit du même mouvement. Existe, je ne suis pas un grand fan de M. Jung, mais lui, il a dit quelque chose de très intéressant par rapport aux archétypes. Il dit, les archétypes, qui sont des représentations des personnalités ou des manières d'être ou des personnages historiques, archétypes, parce qu'ils donnent une forme à un type d'individu, à un type de personne. Ils se sont introjectés en nous par ce même mouvement. Et nos histoires nous disent ça. Chacun d'entre nous, nous avons introjecté les fruits de nos rencontres. Nous avons introjecté la culture dans laquelle nous habitons. Nous avons introjecté ce que l'école nous enseigne. Nous avons introjecté ce que les relations que nous avons eues tout le long de la vie nous ont apporté. Conscient ou inconsciemment, chacun de nos gestes et actes, même ce que nous appelons notre identité et notre personnalité, est riche de ces introjections-là. Et ce qui est merveilleux dans ce processus d'introjection, c'est qu'il ne se superpose pas à nous, il devient nous. Dans un processus que j'appelle alchimique, mais qu'on pourrait appeler aussi de métissage. Et tout à coup, nous découvrons que la singularité que nous sommes est vraiment le produit d'une histoire. C'est l'histoire qui nous traverse. Et le problème survient quand cette singularité-là ne se reconnaît plus en elle-même et ne retrouve plus qui est qui dans ce mélange. Puis là, la crise arrive. Et là, la quête de réponse arrive. Et vers où nous tournons-nous? Certainement pas à l'intérieur, nous allons à l'extérieur. Parce qu'en quelque part, nous avons l'intuition que ce qui est là ne suffit pas pour trouver une réponse. Et le mouvement recommence. Et dans ce mouvement, mes chers amis, attention, vous allez nourrir avec ce que vous avez fait de vos singularités les archétypes du monde.
Donc, vous devenez des créateurs de cultures et des créateurs d'archétypes. Pour moi, c'est ça la scientificité. Et ça, c'est l'invitation de l'écriture performative à la base. Quand je me suis mis à essayer de mettre tout ça en mots, puis essayer de comprendre un peu comment ça marche cette histoire-là de l'écriture performative, je me suis rendu compte que cette histoire est composée par des trinités. Vous aimez ça, le mot trinité? Ça vous rappelle quelque chose? La Trinité. La Trinité rappelle un mystère. Et pour moi, cet amalgame de trinités crée d'autres trinités qui se multiplient presque à l'infini. Fait que je me suis dit, si je veux d'une certaine manière commencer à essayer de mettre ça en mots, il va falloir que je commence au moins par une trinité. Puis quand je me suis, et la première trinité à laquelle je fais référence, c'est la trinité du rapport à soi, du rapport à autrui et rapport au monde. Mais je me suis rendu compte vite que ça ne suffisait pas, qu'il me fallait une deuxième trinité que j'ai appelée poésis, esthésis et catharsis. Et encore elle n'était pas suffisante, et j'ai créé une troisième, corps, âme, esprit. C'est drôle, ils font tous les trois en triangle qui s'emboîtent. Puis après ça, ça ne s'arrête pas là. À chaque fois que je suis rentré dans chacune de ces trinités-là, j'en ai découvert d'autres. C'est infini cette affaire-là. Fait que, juste pour une question de pédagogique en ce moment, juste pour ne pas nous compliquer trop les choses, restons dans les trois trinités qui s'emboîtent les unes dans les autres, et vous verrez que quand même, nous allons explorer quelques autres trinités au cours de la présentation. On va commencer par les gros mots. Toute approche qui se respecte en recherche a besoin de ce qu'on appelle une épistémologie. Vous savez ce que c'est une épistémologie. Une épistémologie désigne notre manière de concevoir la science, notre manière de concevoir de comment nous faisons la connaissance. Finalement, une épistémologie tend à répondre à la question de comment connaissons-nous. C'est une question qui, depuis que j'ai commencé à enseigner à 14 ans, je me suis toujours posée parce que c'est une question pédagogique fondamentale. Si je veux enseigner, c'est parce que je veux que l'autre apprenne. Et dans cette interaction, et la question est, mais comment l'autre il fait pour apprendre? Pour que je puisse lui enseigner de la meilleure manière. Puis, dans ce mouvement-là, finalement, la question, au fond, c'est que comment on connaît? Comment il connaît? Comment je connais pour pouvoir faire qu'il connaisse? Et finalement, quand nous sommes dans ces questions-là, je me dis, nous sommes dans une question pédagogique fondamentale, mais nous sommes aussi dans un mécanisme qui est presque naturel, parce que nous connaissons tous. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas nous. Nous avons des connaissances. Et ces connaissances-là sont en nous. Donc, je me suis dit, si s'interroger sur la connaissance, c'est une question épistémologique,
Je peux donc questionner l'écriture performative dans sa dimension épistémologique. Je partirai d'un principe de base, donc, et c'est celui que je viens de vous expliquer. Il n'y a pas de connaissance sans la personne qui connaît. Donc déjà, c'est un acte singulier. C'est un acte que chacun de nous effectue à tous les jours de sa vie, dès sa naissance jusqu'à la mort. Et cette connaissance se construit dans l'instant quotidien de l'existence, par un traitement instantané et à la fois permanent et constant de ce qui nous arrive. Mes chers amis, la seule manière de connaître, c'est dans l'instant présent de nos singularités et de nos vies. Il n'y a pas d'autre manière. Et c'est parce que c'est juste dans le moment présent que les informations arrivent à nous. C'est juste dans le moment présent que nos sens peuvent capter l'information nécessaire pour construire quelque chose qu'on appelle connaissance. Ce qui est dans le passé de nos vies est déjà appris. Et ce qui est dans l'avenir de nos vies est encore à apprendre. Mais ce que vous êtes en train de faire en ce moment-ci, c'est construire vos connaissances. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, dans ma carrière d'éducateur, un jour, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle l'approche cognitiviste de l'enseignement, qui m'a donné comme une espèce d'illumination quand je l'ai croisé. Je me dis, mais c'est ça, c'est comme ça que nous connaissons. C'est une question de sens, c'est une question de traitement de l'information, c'est une question de fonctionnement du cerveau, mais c'est une question d'intégralité de l'être, de la personne, dans son temps présent, qu'il peut quand même étirer dans le temps par une série de procédés que j'aimerais vous montrer. J'ai pour vous un petit clip tout court, qui parle de ce que les cognitivistes ont appelé les circuits mémoire. Et dans ces circuits mémoire, ce qui est intéressant, c'est que tous les principes épistémologiques de la tornade analogique ou de l'écriture performative sont là. Tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début de c'est quoi une écriture performative et une tornade analogique est synthétisé dans cette petite théorie et exemple de comment nous connaissons. Notre cerveau est perpétuellement sollicité par l'environnement. Nos sens captent ces stimuli qui sont traités au niveau du registre sensoriel. Notre inconscient, dans le thalamus, prend en charge ou non l'information qui arrive. Si l'inconscient réagit, l'information est stockée dans la mémoire immédiate. Sinon, elle est évacuée. Ensuite, si l'information attire notre attention, elle passe dans la mémoire de travail. Sinon, elle est effacée. Mémoire immédiate et mémoire de travail forment la mémoire à court terme. Dans la mémoire de travail, enfin, l'information est confrontée à notre conscience et à notre expérience du monde. L'hippocampe détermine ainsi le sens et la pertinence de l'information. Si l'information est jugée correspondant à notre vision du monde et avoir un intérêt à être retenue, elle a toutes les chances d'atteindre la mémoire à long terme. Sinon, elle est évacuée.
Vous voyez, c'est d'une simplicité étonnante. Et je sors de là momentanément, juste pour m'arrêter un peu à cette histoire du circuit mémoire. Et quel est le rapport du circuit mémoire donc avec les rapports à soi, les rapports à autrui et les rapports au monde? Vous avez vu à travers la présentation, dans son petit coin, un petit bonhomme qui s'appelle conception de soi ou manière de se voir soi, etc. Vous avez vu aussi tous les sens là qui sont en train d'accumuler toute l'information puis la rentrée, puis une espèce de grand appareil, ultra appareil, rationnel qui est en train d'organiser. Bon, ça, ce moment-là, il s'en va au moment à long terme. Celle-là va rester sur le bureau de travail pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, puis résoudre les problèmes. Puis après ça, je vais pouvoir donner des réponses à mon environnement face au problème qui est là. Tout ça, ça parle des trois rapports. Le premier, et puis le plus important, c'est le rapport à soi. Il arrive que ces petits bonhommes qu'on appelle la conscience de soi ou l'image de soi gèrent toute cette histoire-là. C'est lui qui va déterminer si l'information que nous recevons par nos sens est importante pour nous. Alors imaginez-vous que si ce petit bonhomme, cette petite bonne femme est là avec une conscience de soi pas mal maganée, le peu d'efficacité que ça peut avoir dans la sélection de l'information. Un être blessé, un être qui n'a pas une grande estime de soi, un être qui a vécu du rejet, de la marginalisation, de la souffrance, qui n'a jamais été stimulé dans ses apprentissages, qui n'a pas le sens de la réussite. Qu'est-ce qu'il va dire? À quoi ça me sert cette affaire-là? Il rejette de l'information, il rejette de l'information, il rejette de l'information, sans jamais profiter de la richesse qui se présente à lui. Premier travail donc, en termes de production de connaissances et en termes d'épistémologie et de manière de faire la connaissance, travaille sur soi. Qu'est-ce qui se passe dans cette image de soi pour qu'elle continue à rejeter les informations qui lui viennent de l'extérieur? Déjà, dans notre tornade analogique, nous sommes au plus profond de notre chaleur. C'est chaud là. Ça brûle. Ça brûle de souffrance et ça brûle de douleur. Il faut s'en occuper. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que cette image de soi est redevable des introjections dont nous parlions avant. Et donc, il faut aller voir quelles sont ces introjections-là, puis leur donner leur véritable place à l'intérieur de nos vies. 2. Nous avons vu donc ces sens-là qui sont en train de recevoir des choses. Donc, tout ce qui nous arrive comme information autour de nous est l'information la plus vitale pour un être humain, celle qui le garde en vie, celle qui dépend de sa vie elle-même, c'est l'information relationnelle. L'homme a besoin de l'autre pour vivre. Dès qu'il est tout petit, là, c'est pas une maman à côté, là, il crève. Puis après ça, le besoin de socialisation est là. Et donc, cette socialisation, cette rencontre de l'autre, doit être soignée pour pouvoir tirer
de la rencontre, la meilleure information, disons, mais les meilleures informations qui vont lui aider à se développer en tant que personne. Et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant, il y a des relations qui sont extraordinaires à nos vies, mais il y a des relations qui sont préjudiciables à notre existence. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comme nous l'avons pris tantôt, qui gère l'information qui va rentrer en nous? L'image de soi. Il arrive à un certain moment dans notre développement, surtout à l'âge adulte, où nous pouvons commencer par le travail sur soi, à déterminer quelle information rentre ou rentre pas dans mon intérieur et dans mon image à moi. Nous avons cette possibilité en nous de faire le tri, de nous laisser détruire ou de nous laisser construire, d'aller chercher l'information de vie ou aller chercher l'information qui va apporter la mort dans nos vies. Mais pour ça, il faut être en relation. Ce n'est pas en se coupant du monde relationnel que nous allons nous préserver. Parce que la coupure du monde relationnel, c'est la mort. Nous ne sommes pas des acteurs solitaires dans le théâtre du monde. Nous ne pouvons vivre seuls dans le monde. Et l'autre, il est toujours là autour de nous. Et comme vous venez de voir, l'autre il est déjà en dedans de nous par son influence. Parce qu'il a fait de nous. Pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes mariés à l'autre à tout jamais. De la naissance jusqu'à la mort. Alors, oubliez la possibilité de se couper du monde. Hein. Que vous le voyez ou vous ne le voyez pas, nous sommes tous dépendants de l'autre. Donc, c'est une invitation à cette relation saine avec l'autre qui nous approche. 3. Il existe en plus de cette dimension relationnelle avec l'autre, il existe un autre type, nous le verrons tantôt, un autre type d'information qui nous arrive et qui est emmagasinée à l'intérieur de nous. On appelle ça la connaissance comme objet. Qu'est-ce que la connaissance comme objet? Fernand Dumont, oui, anthropologue québécois, il disait le monde de la culture objective est tout ce que les hommes ont produit pour se comprendre et pour pouvoir s'émouvoir dans l'existence. Tout ce qui a été nécessaire pour sa survie, tout ce qui a été nécessaire pour comprendre l'environnement naturel et ainsi pouvoir l'utiliser pour sa vie. Et l'homme a converti la nature, ou des parties de la nature, en objet, et un objet consommable. Ça, c'est la culture. La chaise dans laquelle vous êtes assis, les ordinateurs que vous avez devant vous, cette bâtisse, les vêtements que vous portez, sont tous des objets de culture qui sont le produit d'une connaissance que l'homme a cultivée et développée
tout au long de son histoire, à travers de son effort de compréhension et d'utilisation du monde de la nature pour satisfaire à ses besoins de vie. Mais il existe ici un autre type de culture objet. Et ce sont les œuvres discursives, symboliques, artistiques que l'homme a produites. Et celles-là, si bien sont consommables, ce que l'homme a fait à travers ces œuvres-là, c'est d'essayer de donner une vision du monde, une compréhension du monde. Et elles sont consommables dans la mesure où elles nous inspirent, dans la mesure où ils rentrent dans notre univers mémoriel pour nous inspirer, pour nous aider à comprendre. Ils viennent directement à notre rationalité pour nous donner des connaissances tout faites, avec lesquelles nous pouvons nous apaiser, au moins momentanément, dans nos questionnements sur la compréhension de la vie. Mais ce sont des objets. Que ce soit le livre que vous devez lire et résumer et ficher, ou que ce soit l'œuvre d'art devant laquelle vous restez en contemplation pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle vous dit, ou la musique que vous écoutez dans la radio qui vous transmet par les sons, par les paroles, par le rythme, aussi une manière de comprendre le monde qui nous entoure. Donc, cette deuxième culture, elle rentre en nous, à travers nos sens, à travers les processus que nous avons vus de cette mémoire, comme un bagage, comme une richesse mémorielle qui est emmagasinée là, prête à être utilisée au moment opportun. Vous allez voir comment c'est important cette histoire-là plus tard. Alors, si je me résume, quand nous parlons de épistémologie, nous parlons du rapport fondamentalement du rapport à soi, du rapport à autrui et du rapport au monde, comme fondement et principe de toute construction et compréhension de ce qu'est la connaissance. Et si vous voyez bien, le pivot premier de cette épistémologie-là, c'est la capacité singulière de faire et de construire la connaissance. Dans le moment présent, avec un traitement de toute cette information qui peuvent se prolonger dans le temps par un effort conscient et rationnel de traitement de cette information qui rentre en nous. Voilà pour l'épistémologie. Toute approche scientifique qui se respecte doit aussi s'insérer dans son paradigme. C'est ça que les sciences nous disent. C'est encore des grands mots, je reviens. C'est quoi un paradigme? Vous le savez bien, c'est un modèle. C'est un ensemble de normes qui utilisent des épistémologies pour orienter la manière de faire la connaissance, avec une série de procédés, d'outils qui doivent être mis en place pour produire la connaissance. On dit que les paradigmes, parce qu'il existe énormément, il existe de toutes sortes de paradigmes, que les paradigmes sont uniques. Et à partir du moment qu'un paradigme commence à se dévier un peu du modèle qu'il doit respecter, il devient un autre paradigme. Mais il ne peut plus appartenir au même paradigme. C'est merveilleux, hein? Ça, cette mobilité-là des paradigmes, là, ça veut dire, expérimentons, si ça ne marche pas, c'est pas grave, rentrons dans un autre paradigme, faisons notre propre modèle. Mais quelle merveille! Quelle liberté qui nous donne la science!
Alors, je me suis dit, ben, je peux faire mon paradigme, non? Parce qu'il ne me convient pas, ça ne marche pas, mais les paradigmes existants avec moi. Fait que je me suis dit, l'écriture performative a son propre paradigme, et le paradigme de l'écriture performative est inspiré de ce mouvement-là qui s'appelle poésis, asthesis et catharsis. Oubliez tout ce que vous savez par rapport à ces mots-là, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui ont peur de la poésie, ce n'est pas de la poésie. Nous y allons. Alors, comme je vous disais, les paradigmes, c'est ça, l'écriture performative est composée par plusieurs épistémologies, c'est-à-dire par plusieurs manières de concevoir la science. Les premières, c'est le paradigme de la pensée hyper ou postmoderne, vous utilisez comme vous voulez, ça ce sont des chicanes entre les scientifiques, je m'en occupe pas. Néo-humaniste, déconstructiviste, compréhensif et interprétatif. Néo-humaniste parce qu'il est fondamentalement centré dans sa manière de voir le monde puis de concevoir son modèle sur l'homme moderne, sur l'homme postmoderne, sur l'homme d'aujourd'hui dans son contexte historique, avec ses conditionnements historiques et sociaux. Ce n'est pas l'homme du siècle passé, puis ce ne sera pas l'homme non plus du siècle à venir. C'est celui d'aujourd'hui en 2017. Déconstructiviste parce que, comme toute analogie, comme toute tornade qui se respecte, il déconstruit tout sur son passage. Il change les lieux. Il essaye de défaire les vieilles conceptions, les vieilles idées. Il cherche le renouveau. Il cherche toujours à que la vie puisse continuer à pousser au-delà de ce qui est déjà là. Il y a qui appellent ça des révolutions, mais ce n'est pas une révolution. C'est juste un processus de transformation permanent qui déconstruit et construit. Mais ce n'est pas un acte de volonté. L'acte de volonté, c'est peut-être celui de déconstruire. Mais ce qui s'est reconstruit ou se construit, c'est quelque chose qui lui échappe. Hein? Parce que ça va se construire selon les conditions existantes pour la nouveauté et pour la vie. J'appelle ça le lieu de tout le possible. Je reviendrai. Compréhensif et interprétatif. Ça veut dire quoi compréhensif? Ça veut dire on n'essaie pas de créer des explications, de cause à effet. On essaie juste de trouver un lieu où que nous puissions contenir ce que nous ne comprenons pas. Comprendre, ça peut s'interpréter comme un effort de connaissances et d'explications de ce que nous ne comprenons pas, mais comprendre, n'oubliez pas, ça veut dire aussi contenir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mécanique analogique, l'analogie étant juste une ressemblance avec d'autres choses, elle peut facilement contenir beaucoup. Et donc l'analogie devient l'outil de compréhension par excellence. Et quand nous commençons à comprendre et à travailler sur nos analogies de compréhension, nous commençons à voir que ces ressemblances-là peuvent servir de médiation entre ce que nous ne comprenons pas et ce que nous pouvons comprendre. Puis interprétatif, c'est sûr, parce qu'il n'essaie pas de trouver des vérités, juste des interprétations. Juste
Puis là, quand je parle d'interprétation, vous voyez, je pense fondamentalement à l'interprétation artistique. Je pense à tout ce qu'il y a de créatif dans le fait de prendre une partition et la jouer à sa manière. Avec nos propres émotions, avec nos propres habiletés à utiliser l'instrument, avec notre propre possibilité à comprendre ce que l'auteur premier a voulu transmettre en sachant que nous n'avons jamais accès à cet auteur-là et que la seule chose qui nous reste, c'est d'aller par ressenti. Pour moi, c'est ça l'interprétation. C'est un acte intégral de l'homme essayant de contenir et de fonctionner par résonance de tout son être. Elle comporte aussi diverses approches, bien sûr l'herméneutique, analogique que vous ne connaissez sûrement pas, parce qu'elle est d'origine latino-américaine, et on ne l'a pas vu ici en Amérique du Nord. L'herméneutique du sujet, l'herméneutique itérative, que sûrement vous en avez entendu parler, du sujet particulièrement, je m'oublie, c'est pas grave. La phénoménologie du cerf, d'OVNI, d'un corps, de Derrida, que vous allez sûrement croiser dans vos études, mais ce sont tous des approches qui sont à la frontière de la modernité et l'hypermodernité ou postmodernité, qui sont fondamentalement humanistes. Disciplines diverses. L'anthropologie l'a inspiré, la philosophie l'a inspiré, les neurosciences, vous l'avez vu, l'a inspiré, la physique quantique l'a inspiré. Je ne parlerai pas de physique quantique aujourd'hui, là. Ça va être pour une autre fois. Mais il y a beaucoup de physique quantique dans son tornade. Sinon, allez voir le modèle des catastrophes de la physique quantique. Elle s'inspire aussi des traditions spirituelles de tous horizons. Puis pourquoi laisser de côté la spiritualité? Elle existe depuis que l'homme est l'homme. Que l'homme est homme. Vous savez, je déteste ces postures-là, que juste parce que nous ne comprenons pas ou parce que c'est plus à la mode, ils vont dire d'un coup 100 000 ans d'histoire, ça ne vaut rien. Wow, un instant. Ces 100 000 ans d'histoire sont dans nous. Ils sont agissants en nous par le même processus que nous venons de voir. Parce qu'il est introjecté, il est présent, il est agissant. Et pas s'en occuper, c'est de laisser de côté de s'occuper de l'image de soi. Parce que tôt ou tard, quelque chose va être en déséquilibre si on ne s'en occupe pas. Et des milliers d'années d'histoire de l'homme ne peuvent pas être mis à la poubelle. Tout simplement parce que notre modernité positiviste nous dit il n'y a aucune preuve. Je réponds, allez lire ce que les mystiques, ce que les sages d'Orient, ce que les saints, ce que les grands maîtres spirituels ont écrit de cette expérience et osez nier que l'expérience qu'ils sont en train de raconter est fausse. Elle est documentée, elle est transmise, elle est là. Que nous ne la comprenons pas, parfait. Excellent, oui. Nous ne la comprenons pas parce que nous ne l'avons pas vécu. Mais des milliers de témoignages au long de l'histoire ne peuvent pas être mis de côté juste parce que nous ne comprenons pas. Et finalement, l'autobiographie, évidemment, est fondamentalement biographique et autobiographique. L'écriture performative ne peut pas se passer de l'histoire qui nous entoure, biographique.
et de notre propre histoire. Nous l'avons vu, pourquoi? Parce que c'est de nous que nous parlons. Donc, tout effort d'écriture performative, c'est un effort autobiographique. L'autobiographie ne veut pas dire je vais écrire l'histoire de ma vie, puis je vais faire une compte, puis je vais vous la raconter. Non, 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 mais si, madame, ça veut dire je vais travailler dans l'esprit de la tornade les introjections de mon existence. Et les effets de mon existence à l'extérieur de moi. Parce que c'est simple. Si les gens ont une influence sur nous, ne soyons pas dupes. Nous avons de l'influence sur les autres. Et des fois, nous ne savons même pas quelle influence nous avons sur les autres. Mais juste arrêtez-vous à 12 secondes, là, à n'importe quelle situation quotidienne traumatisante qui vous soit arrivée, où un jour vous voyez quelqu'un, oh, on a de l'électricité. J'espère que de l'autre côté, vous êtes encore là. Oui, bon. Alors, on rencontre quelqu'un dans la rue, puis tout à coup, cette personne-là, pour X ou Y, nous bouleverse, nous traumatise, ou nous commet des joies, ou nous laisse penser pendant 4 jours, 5 jours, puis pourquoi que cette personne-là, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe qui, ça peut arriver. Vous pouvez faire la même chose à quelqu'un d'autre. Sans le vouloir. Je vois son visage, elle me rappelle ma mère, je l'aime tout à coup. J'ai aucune autre raison pour l'aimer qu'elle ressemble à ma mère. Mais elle ne sait pas, elle. Mais elle est en train déjà de faire son effet sur moi. Elle me rend heureux dans son instant. Alors c'est pour ça que l'autobiographie, ce n'est pas juste mon histoire à moi, ou l'histoire de mes relations, mais c'est aussi l'histoire de moi vers l'autre. Au moins m'arrêter, de me poser la question de temps en temps. Quel est l'effet? Quel est le nombre de chocs de ma tornade autour de mon environnement? Donc l'autobiographie est un appel à la responsabilité aussi. Poésie, donc, poésie, exercice, catharsis, disons-nous. J'ai une autre petite capsule pour vous. Encore une trinité qui est intimement liée à la question de poésie, exercice, catharsis. Bonjour et bienvenue dans le modèle de Paul MacLean, souvent nommé modèle prix unique. Paul MacLean, qui était un neurobiologiste américain, a envisagé l'évolution du cerveau humain en 3 étapes majeures. Chacune enrichit la précédente de compétences particulières. Le premier niveau est le cerveau reptilien, qui s'occupe en premier lieu de la survie du corps physique dans les aspects neurovégétatifs et par extension du territoire et de la reproduction de l'espèce. Il aurait environ 400 millions d'années. Puis vient le cerveau limbique. Il conduit les émotions ainsi que la fonction mémoire, c'est-à-dire les souvenirs. Dans cette continuité apparaît la socialisation qui nous permet de vivre en société. Notons que le cerveau limbique n'est pas le seul à stocker des mémoires. Il tend à utiliser la fonction mémoire, ce qui est très différent. Ce cerveau serait apparu il y a environ 65 millions d'années. Enfin, le cerveau cortical, le cortex, qui lui apporte la capacité d'abstraction, de raisonnement logique et le langage. Il est la spécificité de l'espèce humaine en raison de sa taille. Il aurait 3,6 millions d'années. Nous allons maintenant étudier de plus près ce modèle dans le cadre de l'approche Extreme-7, c'est-à-dire dans une perspective pédagogique et de compréhension des mécanismes fondamentaux de l'humain. Maintenant, intéressons-nous au cerveau reptilien dans Extreme-7. Comme nous l'avons vu, le cerveau reptilien est essentiel dans le cadre des fonctions vitales. Il s'occupe entre autres choses de la respiration, de la fonction cardiaque et de la température du corps.
En fait, tout ce qui fait que notre corps physique peut continuer à fonctionner. Viennent en seconde intention nos besoins primaires. Ce cerveau s'affaire à gérer la nourriture, la reproduction, le territoire et bien d'autres choses encore. La notion de territoire représente pour le cerveau reptilien une capacité à trouver à manger. Il est donc fondamental. Enfin, il montre quelques particularités. L'instinct de conservation et du coup les activités réflexes. En ce qui concerne les réflexes acquis, tels que dans les arts martiaux par exemple, on ne sait pas réellement s'ils relèvent du cerveau reptilien. De même, les comportements automatiques sembleraient en dépendre sans certitude définitive. Il fonctionne grâce à une mémoire à court terme uniquement, ce qui fait qu'il n'a pas la possibilité de s'enrichir de ses expériences et a tendance à reproduire toujours les mêmes schémas. Globalement, on observe dans le fonctionnement du cerveau humain une généralisation décontextualisée des besoins primaires. Par exemple, la notion de territoire va bien au-delà du territoire géographique et s'étend à la voiture, au bureau, au territoire de management, de décision, de vente, etc. Voyons maintenant le cerveau limbique dans Extreme 7. Il est impliqué dans l'évaluation des notions de « j'aime » et « je n'aime pas ». Il permet de donner une appréciation en termes de plaisir ou déplaisir. Il installe aussi la fonction mémoire. Apparaissent alors les souvenirs conscients ou non, et par conséquent l'histoire personnelle, les racines et bien d'autres choses encore. Il réactualise les souvenirs et leurs émotions associées. C'est ainsi que bien souvent, nous pensons vivre dans le présent alors que nous ressentons des vécus du passé. L'expérience de Pavlov est la manifestation de la fonction mémoire. En conséquence, il apporte une capacité à développer des jugements, des a priori, des valeurs et des croyances, en fait tout type de référentiel. Tout ceci participe à la construction de l'identité et de l'ego dans le sens technique du terme et sans jugement. Ce qui se traduit par une orientation vers les personnes. Le cerveau limbique fonctionne avant tout dans un attachement aux personnes en général, dont une en particulier soi-même. Ainsi naît la conscience de soi, et de fait la conscience des autres, essentiellement au travers des émotions. Il est courant d'entendre dire que les émotions nous décrivent. Ce n'est que très partiellement exact, mais reste le fonctionnement de base du cerveau limbique. Par ailleurs, il crée des liens très forts au concret. Ce qui l'intéresse est l'action dans le réel, pas dans la pensée. Son apprentissage s'effectue par le faire, par l'action. C'est de cette manière qu'il apprend. Et pour finir dans le modèle triunique, le cerveau cortical, le cortex, dans Extreme 7. Il s'agit là de la fonction intellectuelle, c'est-à-dire de l'apparition des concepts, des symboles et aussi d'une notion très importante qui enrichit le fonctionnement du cerveau limbique, la notion de relativité. Ainsi s'installe le sens de la mesure et des nuances grâce au cerveau cortical. Il apporte également la capacité de recul et d'observation. Concrètement, il permet d'objectiver les choses comme étant extérieures à lui-même. Il s'agit d'un agrandissement de la conscience, à savoir que des objets existent qui ne sont pas nous. Il crée la notion de rôle comme étant différente de la notion de personne. Le cortex distingue la personne du rôle qu'elle tient et de ce fait accède à l'évaluation dissociée des actions, des fonctions, des résultats et de bien d'autres choses. Enfin, il montre un lien fort à l'imaginaire. Il théorise et décrit la vie, la modélise dans des mécanismes fonctionnels dont il est dissocié. Il se place en observateur, il a conscience des processus et des systèmes en général et utilise ce niveau d'abstraction pour parler de la société dans laquelle nous vivons et par projection dans laquelle nous vivrons demain. Sa capacité d'anticipation lui permet de piloter le futur. En résumé, quelles sont les forces des différents cerveaux? Le cerveau reptilien propose la préservation de l'intégrité, telle que l'intégrité physique ou psychique, la capacité d'action dans le concret et de combativité pour faire face, et le retour à l'essentiel de la vie. Le cerveau limbique, quant à lui, apporte une grande attirance pour le concret et prolonge ainsi le cerveau reptilien pour réaliser les choses et enrichit certaines personnes qui s'imaginent que penser c'est agir.
De plus, il fournit une capacité à vivre en relation avec les autres. Aujourd'hui, ceci est particulièrement nécessaire puisque les projets font quasiment toujours appel aux relations interpersonnelles pour être réalisés. Et enfin, il facilite le retour sur l'expérience qui nous permet d'apprendre de nos vécus, tels que nos succès ou nos erreurs, pour progresser. Finalement, le cortex apporte le recul sur les processus, sur les choses, et est donc très bénéfique à la gestion du stress et des émotions. Il nous donne une capacité de compréhension et d'analyse, et il nous permet d'anticiper les situations et d'être en avance sur ce qui va se produire. Nous sommes donc formidablement équipés. Merci et à bientôt.